À la une ce soir, 500 incidents recensés depuis la marche à blanc du TCSP. Le mauvais comportement de certains automobilistes serait l'une des raisons principales évoquées. Le franchissement des voies réservées perturberait les systèmes de signalisation. Les salariés de France Antilles mobilisés ce matin au tribunal de Fort-de-France. Leur patron a demandé la liquidation judiciaire de la structure pour faciliter, selon lui, une reprise rapide. Les employés annoncent rester vigilants. Enfin, les collégiens de Saint-Luce ont reçu ce matin les athlètes des Jeux des Îles. Un moment d'échange linguistique et culturel entre nos jeunes martiniquais et les sportifs venus des Açores et du Cap-Vert. Le rendez-vous sportif, quant à lui, a commencé aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà près de 2 mois que le TCSP est en test sur nos routes. Les automobilistes doivent s'habituer à une nouvelle signalisation, cohabiter avec les fameux bus et surtout changer les mauvaises habitudes, comme ne plus utiliser les voies réservées qui sont restées vides pendant 2 ans. Depuis la marche à blanc, près de 500 incidents ont déjà été recensés, notamment un système de signalisation perturbé par le mauvais comportement de certains conducteurs. Voyez ce reportage de Jean-Marc Dabru. Cyclomoteurs, voitures, visiblement l'interdiction de circuler sur les voies du TCSP n'est pas respectée par tous les usagers de la route. Depuis le début de la phase de test, 379 incidents de ce type ont été constatés par les chauffeurs de bus. J'ai dû freiner dans le carrefour, donc ce qui a occasionné une gêne pour les autres usagers, comme ça se fait souvent. Donc on retrouve des gens qui marchent à pied, on trouve des motos, des vélos, parfois des pneus crevés sur la voie. Donc c'est vraiment pas facile, quoi. Pas facile non plus de s'y retrouver pour les automobilistes. Nouveau marquage au sol, nouveau feu. La signalisation du TCSP peut être compliquée, même pour les professionnels de l'apprentissage de la conduite. Pour ce moniteur d'auto-école, le respect de la nouvelle signalisation est d'abord une question d'habitude. Ça peut perturber les élèves. On va dire qu'au niveau du TCSP, ils ont mis les feux, les 2 petits feux là, comme on peut voir sur le côté. C'est vrai que les feux clignotent soit rouges quand il y a le TCSP. Donc après, c'est vraiment observer la signalisation, d'accord ? Pousser le regard un peu plus loin. Alors c'est vrai que par rapport à nous en Martinique, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal parce que c'est quand même une signalisation qui est un petit peu nouvelle. Stécie, est-ce que ça te fait peur, là, ces nouvelles signalisations du TCSP ? Un tout petit peu parce que je suis jeune conducteur et des fois j'oublie en fait. En attendant, c'est plutôt une mauvaise habitude qui est prise par certains automobilistes. Circuler sur les voies du bus peut coûter très cher, notamment en cas de prise en flagrant délit par les forces de l'ordre. Seuls les taxis et les véhicules de secours sont pour le moment habilités à rouler sur ces voies. Le quotidien France Antilles bientôt en liquidation judiciaire. Une procédure qui ne devrait pas avoir de conséquences directes pour les salariés répartis dans les Antilles-Guyane. Il s'agit pour la direction de faciliter la reprise de la boîte par les repreneurs qui se sont déjà positionnés. L'opération inquiète les employés qui se sont mobilisés ce matin au tribunal de Fort-de-France juste avant l'audience. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy-Raphaël Rony. Le quotidien France Antilles mis en liquidation, une étape importante dans le processus de rachat de la structure. Près de 100 salariés attendent d'être fixés sur leur sort. C'est pour montrer leur implication dans le dossier qu'une vingtaine d'entre eux s'est mobilisée avant le début de l'audience. C'est le début de la procédure de cession, donc pour nous ça va pas, l'activité continue. Effectivement, on est vraiment venu montrer notre détermination. C'est le début d'une mobilisation, de la mobilisation, et pour dire qu'on sera vigilant et qu'on fera attention à ce qui va se passer par la suite. Les salariés, en majorité des journalistes, ont décidé de constituer une société pour faire respecter leurs droits durant la procédure. En 2014, l'organe de presse avait déjà connu un plan social. À l'époque, une centaine de personnes avaient été licenciées. Hors de question aujourd'hui pour les employés de la structure de subir le même sort. Il y a 2 ans où on a déjà été pas mal diminué, on sait que c'est compliqué au quotidien. Là aujourd'hui on a 2 projets de reprise, on ne va pas rentrer dans les détails et de toute façon on ne les a pas encore puisque nos représentants sont en train de les examiner. On sait juste qu'il y en a un qui dit vouloir reprendre l'ensemble du personnel et l'autre qui veut supprimer un peu moins d'une centaine de postes. France Antilles, seul quotidien de presse écrite du territoire, présent dans la vie des Martiniquais depuis plus de 50 ans. Une institution aux Antilles-Guyane qu'aucun ne souhaiterait voir disparaître. C'est le journal de la Martinique, hein. C'est une pièce maîtresse.
C'est une pièce essentielle à la culture des Martiniquais. Il faudrait quelque chose pour le remplacer. Donc maintenant, on dit qu'il y a Internet, il y a tout sur Internet. Mais tout le monde n'a pas Internet. C'est un support littéral très important. Et sans Franche-Comté, c'est comme si nous avions perdu, c'est-à-dire, je ne dirais pas un bras, ce serait exagéré, mais nous avons perdu un guide. Pour l'heure, il n'est pas question que le journal disparaisse. Parmi les repreneurs potentiels, Philippe Laby, figure de la presse nationale et ses partenaires. Nous l'avions interrogé sur son projet en avril dernier. Notre volonté, c'est de sauvegarder au maximum les emplois, les équipes. Bien sûr qu'il faut organiser les choses, ça on va le voir ensemble, avec eux, pas contre eux, mais avec eux. On va préserver le support papier avec la complémentarité digitale. Il faut à terme qu'évidemment on se déploie sur la toile et sur tous les supports digitaux, sur les smartphones, sur les applis, il y a beaucoup de choses à faire. La mise en liquidation de la société aujourd'hui devrait faciliter la cession de la structure. Le repreneur sera nommé par le tribunal dans les 2 mois à venir. Toujours au chapitre social, le personnel de l'EHPAD des Trois-Îlets affilié à la CDMT a déposé un préavis de grève aujourd'hui pour dénoncer les difficultés rencontrées au quotidien. L'établissement, qui compte une quarantaine de pensionnaires, fonctionne toujours normalement à l'heure qu'il est. Environ une vingtaine de salariés s'est mobilisé devant la structure avant de rencontrer la direction. 14 points de revendication ont été soumis, dont la mise en place d'un planning comprenant au moins 12 aides-soignants contre 9 actuellement. Voyez les précisions recueillies par Louis Sabas. Pour fonctionner à l'EHPAD de Trois-Îlets, qui comporte 40 résidents, au minimum il faut 12 soignants, 12 aides-soignants et 2 IDE et demi à temps plein. Nous en avons qu'un poste d'IDE à temps plein et nous n'avons que 9 aides-soignants. Ça veut dire que les collègues étaient appelés sur leur repos hebdomadaire et j'en passe. Ça veut dire le planning n'était pas réglementaire et les conditions de travail n'étaient pas respectées. Nous souhaitons avoir un roulement de planning avec les 12 aides-soignants, qui veut dire un roulement qui tourne avec 12 aides-soignants, etc. Les personnes exigées, ce sont des contractuels qui travaillent dans l'établissement. Maintenant, ces contractuels sont affectés sous des postes à temps plein. Les 3 postes d'AS ont bien été accordés aussi bien par la CTIM et l'ARS. En attendant que les concours soient ouverts pour nous permettre d'intégrer des agents sur ces 3 postes, les 3 postes sont donc assurés par des contractuels qui tournent en fonction de leur disponibilité. Et il faut savoir que le contexte social et économique de la Martinique ne peut pas nous permettre non plus de garder de façon pérenne certains contractuels, alors que d'autres contractuels disponibles souhaitent aussi travailler et faire leur expérience professionnelle. Direction Fort-de-France, au siège du PPM où se tient actuellement le comité national du parti. Il s'agit d'une réunion de crise suite aux démissions de certains membres annoncées en direct sur notre plateau ce dimanche. Nous retrouvons tout de suite Alizé Lutran qui est sur place. Alizé, que se passe-t-il autour de vous? Fais-moi un décompte. Eh bien, écoutez, donc Sabrina, je suis donc devant le siège du PPM et les principaux membres du parti sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Un comité qui se tient à huis clos au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron. Et les principaux dirigeants sont à cette réunion en ce moment même qui a débuté depuis déjà une bonne heure. Il s'agit en priorité de définir la stratégie pour les législatives. S'ils sont élus, les candidats PPM vont-ils siéger dans la majorité présidentielle? Et même avant les élections, vont-ils faire campagne pour cette fameuse majorité? Autant de questions qui sont en ce moment débattues. Et puis l'autre grand sujet, même si les dirigeants du PPM s'efforcent d'en minimiser l'impact, c'est bien évidemment la démission en bloc de 3 anciens membres des Balisiers, Fred Lordino, Éric Copette et Daniel Chaumet, qui ont décidé de monter leur propre mouvement, le collectif Convergence. Fred Lordino, lui, va-t-il démissionner de son mandat de conseiller territorial obtenu sous la bannière EPNM? La réunion ce soir pourrait s'achever tard dans la soirée. Pour l'heure, aucune interview nous a été accordée. Merci à vous, Alizé Lutran.
Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous parlerons de la place que l'Hexagone réserve à la mémoire de l'esclavage. À la veille de la 12e journée nationale de commémoration, nous vous proposons un état des avancées obtenues au fil des années. Nous irons ensuite à Cayenne où les pluies s'abattent depuis plusieurs jours. De nombreuses inondations ont déjà été recensées. Et puis la 2e édition de la Fabrique à chansons s'est tenue aujourd'hui à Fort-de-France. Les écoliers de plusieurs établissements de l'île ont présenté leur création ce matin. Direction l'Hexagone, où la 12e journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage sera célébrée demain. Une date symbolique à laquelle s'ajoutera cette année le 23 mai, qui a été choisi après des débats houleux au Parlement en janvier dernier. L'occasion pour nous de vous proposer un reportage complet sur les différentes avancées obtenues en France pour commémorer la mémoire des esclaves. Voyez ce reportage de Solène Boissé. Mémoire et justice devaient être rendus à ces millions et ces millions de victimes anonymes de l'esclavage. Nous sommes en 2006. Le président Chirac lance la première journée de commémoration à la mémoire de l'esclavage et de son abolition au Jardin du Luxembourg à Paris, 5 ans après le vote de la loi Taubira. 11 ans plus tard, une nouvelle date de commémoration vient d'être validée par le Parlement, celle du 23 mai. Nous avons fait le choix du 23 mai depuis 1998. C'est la date de la marche. Première manifestation, mais j'allais dire même mondiale, de cette ampleur, en l'honneur des victimes de l'esclavage. Et nous sommes arrivés, au bout de 20 ans, d'introduire nos aïeux dans la loi. Donc maintenant, il y a 2 dates inscrites dans la loi. Une pour commémorer l'abolition, l'autre les victimes de l'esclavage. Mais pour les spécialistes de la question, cette double reconnaissance pose problème. Là, on est en train de nous proposer d'opposer à la fois d'un côté les abolitionnistes et de l'autre les esclaves. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une partition au sein de la nation française entre d'un côté les blancs, parce que les abolitionnistes ont été majoritairement blancs, et de l'autre de célébrer la mémoire des victimes de l'esclavage, majoritairement noirs. En fait, ces 2 visions, elles n'étaient pas prévues au programme. En 2004, le gouvernement souhaite rassembler une quinzaine de spécialistes de la question dans un comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, le fameux CNMHE, qui a pour but d'émettre des avis sur des projets mémoriels. Mais dès le début, le groupe est divisé. Le fait que finalement la France se mette un tout petit peu à considérer l'histoire de la traite et de l'esclavage a fait apparaître des tas d'autres questions. Mais dans le comité même, ça a souvent été autour de cette opposition entre ces gens-là veulent une histoire trop victimaire et nous on veut une histoire un peu moins victimaire, et puis les autres disant mais ça c'est une histoire qui efface les victimes et nous on veut faire entendre. Résultat, cette guerre idéologique ralentit le développement de projets mémoriels financés par les pouvoirs publics. Pour preuve, François Hollande, à seulement quelques jours de la fin de son quinquennat, vient tout juste de poser les bases d'une fondation qui est évoquée depuis bientôt 12 ans. Cette fondation, que l'on essaie de faire depuis tant d'années, répond véritablement maintenant à une nécessité et même à une urgence. Renverser les gouffres, c'est d'abord créer un lieu où l'on se rencontre, un lieu où l'on est ensemble, le lieu de la mémoire partagée. Reste maintenant aux différents acteurs de mettre leurs divergences de côté, mais aussi au prochain gouvernement de concrétiser le projet d'ici 2018. Tout dépendra de la volonté du nouveau président de la République qui aura l'occasion de s'exprimer sur ce sujet lors de la cérémonie du 10 mai, aux côtés de François Hollande. Place à l'actualité des régions avec une première escale en Guyane où de fortes pluies s'abattent sur le territoire depuis plusieurs jours. Des averses qui devraient encore continuer toute la semaine et qui provoquent déjà de nombreuses inondations. Voyez ce reportage de Natacha Maltaverne. Une fois n'est pas coutume, les habitants du chemin Saint-Antoine se sont réveillés les pieds dans l'eau. Après plusieurs jours de fortes pluies, l'eau stagne en bas du chemin. Résultat, ce laveur de voitures ne pourra pas travailler aujourd'hui. Je ne peux pas travailler parce que déjà il y a beaucoup d'eau. J'ai eu des appels aujourd'hui de mes clients. J'aurais dit aujourd'hui c'est un jour chômé quoi. Donc pas de clients. Les fosses ne sont jamais nettoyées, donc ils sont rarement nettoyés.
qui fait que l'eau ne circule pas comme ils se doivent. Donc voilà. La route de Baduel, c'est pareil. Il y a une fosse qui passe, et ben c'est bouché aussi. Ici, c'est bouché des deux côtés. À quelques mètres en face, les jardins de ces maisons mitoyennes sont submergés. Si les inondations sont récurrentes depuis des années, les riverains constatent que l'eau monte de plus en plus au fil du temps. C'est inquiétant, c'est très désagréable parce qu'en plus, on a des problèmes. Donc ça veut dire que moi, le matin, quand je pars à travailler, j'ai les pieds dans l'eau. Devant, on a de l'eau. Sur le côté, on a de l'eau partout. Avec ça, on a des problèmes aussi d'évacuation, donc les toilettes, je ne vous dis pas. Je pense qu'un de ces jours, on va peut-être quitter les lieux. Parce que, entre guillemets, on devait nous vendre ces maisons qui ont été évaluées par le domaine à un prix 256 000 €. Donc pour cette maison, inondable comme pas possible, en période de pluie. Donc je ne vois pas si je pourrais acheter ça, c'est pas possible. La situation ne va pas s'améliorer dans les prochains jours. Météo France prévoit encore un temps très pluvieux jusqu'en fin de semaine. Aujourd'hui, 9 mai, c'est une journée de mémoire pour le discours qui marquera le point de départ de la construction européenne, la déclaration Schuman de 1950. À cette occasion, le Conseil régional de la Guadeloupe, le Conseil départemental également et la préfecture se sont associés pour le lancement de la campagne publicitaire sur le Fonds social européen. Voyez les précisions de Linda KRC. Offrir l'opportunité de comprendre et de mieux appréhender les actions menées par l'Europe au quotidien sur le territoire, tel est l'objectif de l'État et les collectivités majeures. Aujourd'hui, l'Union européenne accompagne toutes les régions de France en matière d'aménagement du territoire, en matière d'équipement. Ça l'a été au cours de la période 2007-2013. Je rappelle, ce sont 874 millions d'euros qui ont été apportés par l'Europe pour accompagner 11 000 projets au profit de 1700 bénéficiaires. Pour la période de programmation 2014-2020, c'est plus d'1 milliard d'euros qui sera alloué à la Guadeloupe et réparti sur 4 fonds, dont les plus connus, le FEDER, Fonds européen de développement régional, ou encore le FSE, Fonds social européen. Nous avons des opérations très lourdes qui vont obtenir des financements, notamment s'agissant de la montée en gamme de nos hôtels et surtout le fait qu'aujourd'hui, la région Guadeloupe a mis en place un fonds de garantie pour les très petites entreprises. La convention a été signée récemment avec la BPI et ça va augmenter considérablement le taux de consommation du FEDER. Nous sommes opérationnels et je pense que nous ne devrions pas avoir d'inquiétude concernant l'utilisation de nos fonds dans le cadre de ce programme 2014-2020. En résumé, une gestion plus efficace des fonds européens pour une croissance intelligente, durable et solidaire, à travers notamment un nombre important de porteurs de projets valorisés à travers l'opération Le Joli Mois de l'Europe, une programmation riche en événements. Le problème le plus important, c'est l'information au niveau des porteurs de projets. Nous nous efforçons d'ailleurs depuis tantôt de mettre en place donc, tous les dispositifs d'information autour de tous les porteurs des projets, direction de tous les porteurs de projets. Et en l'occurrence, donc, on visite les communautés d'agglo, on visite les communes, on visite donc tous les porteurs de projets pour qu'ils puissent être le mieux informés possible et permettre justement qu'ils soient à même de constituer un dossier qui puisse donc permettre de bénéficier de ces fonds. Par ailleurs, la région Guadeloupe, devenue autorité de gestion des fonds européens depuis 2014, a confié à la direction de la cellule Europe partenariale, guichet unique commun à tous les partenaires, la réception et le suivi des dossiers de demande de subvention. De retour en Martinique avec l'IMS qui propose une nouvelle formation au brevet professionnel d'animateur des métiers de la remise en forme. 23 stagiaires se sont inscrits pour la première session qui a commencé ce matin. Ils ont déjà découvert la structure et le programme des cours. Le diplôme leur permettra d'exercer en tant que moniteur des sports. Voyez les précisions recueillies par Jean-Marc Davot. Avant, j'étais ingénieure en environnement et aussi toujours depuis toute petite passionnée de sport. Donc des sports d'hiver, planche à voile, surf, etc., course à pied, trail depuis peu de temps. Et j'ai vraiment une envie de faire partager ma passion, en fait, de pouvoir aider les gens à se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête, etc. Et de vivre au quotidien de ce que j'aime faire. Donc. Ce diplôme, c'est pour en faire un métier. Comme je disais, je suis comédienne pour des séries télévisées, donc j'aimerais bien allier un petit peu les deux et réaliser
si je peux, en fait, une émission de relooking pour les gens obèses, en fait. C'est une formation qui fait partie, c'est une formation, un diplôme, un brevet professionnel qui correspond à un registre de formation et de certification au niveau national. Il y a une forte demande actuellement au niveau de la Martinique, puisque vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un vieillissement de la population. De plus en plus de Martiniquais sont soucieux de leur apparence et de leur mieux-être. Et donc c'est clairement, on a clairement une offre sur le marché local. Les gens qui seront titulaires de ce diplôme à la fin de la formation pourront exercer dans les salles de remise en forme et encadrer donc les pratiquants dans le respect de leur sécurité, faire de la préparation plus ciblée d'un point de vue préparation physique, faire du coaching comme je vous le disais à domicile, travailler sous forme de ce qu'on appelle le small group training, c'est-à-dire comme on le voit de plus en plus, c'est à la mode, sous forme de bootcamp, encadrer les gens par effectif plutôt réduit. Donc vraiment on a un panel d'activités qui est assez intéressant en fonction de la demande. Place à notre invité politique du mardi soir. Miguel Laventure est candidat dans la circonscription de Fort-de-France pour les prochaines législatives dont les élections sont prévues les 11 et 18 juin. Miguel Laventure, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes arrivé un peu en retard à cause des importants embouteillages qu'il y a sur la rocade en direction de Fort-de-France au Lamentin, puisqu'il y a une voiture qui est coincée sur la chaussée et puis il y a eu également un accident. Donc je vous remercie d'être quand même venu. Alors, vous vous présentez soutenu par le FMP face à des collègues de l'Alliance Grand Semblé pour Bapi en chance, dont Francis Carole. Alors, comment se sont organisés les candidatures? Est-ce que vous vous êtes consulté déjà? Écoutez, c'était très naturel parce que vous savez que nous avons fait un accord pour gérer pendant la mandature la Martinique au mieux des intérêts des Martiniquaises et des Martiniquais, que nous avons évidemment clairement dit dès le départ que nous gardions chacun notre sensibilité et nos orientations. Et vous voyez, j'imagine que cela se ressent très bien à travers les plénières, mais également dans la gestion plus discrète des dossiers, une complémentarité et une solidarité qui est très forte. Par conséquent, l'idée, c'est chacun de rechercher la manière dont ces idées pourront motiver à la fois les électrices et les électeurs, mais également le nouveau pouvoir. Mais on a quand même du mal à imaginer l'ambiance de travail quand la campagne aura vraiment commencé. Écoutez, on va voir. Mais enfin, pour le moment, je croise les doigts, tout se passe très bien. Il y a beaucoup de cordialité, il y a du respect, il y a de la considération. Je souhaite que nous fassions précisément... Comment vous allez faire pour défendre vos idées face à votre adversaire qui est également votre partenaire de travail? C'est ce qu'on a du mal à imaginer. Premièrement, nous avons un dénominateur commun, je le rappelle, c'est l'intérêt de la Martinique, mais pas de manière théorique. C'est très concrètement, puisque, je le répète encore une fois, nous le faisons valoir dans tous les dossiers que nous défendons. Et puis il y a deuxièmement, je dirais, un souci, c'est que... Je pense que nous avons une donne extrêmement nouvelle. On a un nouveau président de la République. On aura probablement quelques orientations qu'il va définir à l'occasion de sa prise de pouvoir. Et nous aurons là à dire très clairement ce que nous souhaitons pour la Martinique. Et il y aura un débat démocratique. Mais ce qui est important, c'est que ce débat puisse s'organiser dans le respect, dans la considération, peut-être même une forme d'émulation, parce que c'est à ceux qui permettront aux électrices et aux électeurs de se retrouver le mieux à travers les programmes qui seront proposés. Bon, nous avons évidemment quelques thèmes, fait de donner à la Martinique davantage de capacité, davantage de responsabilité, mais également davantage de moyens, parce que, bon, vous savez que dans les temps passés, les dotations de l'État, les ressources ont été diminuées. Il faut combattre pour essayer de rattraper, peut-être même progresser. Il y en a également, je dirais, tellement d'atouts en Martinique qui ne sont pas suffisamment valorisés. Ça va de l'école au tourisme, en passant par, évidemment, tout ce que nous pouvons faire dans le domaine du numérique. Nous avons tellement de pistes que je pense que nous aurons beaucoup d'espace pour pouvoir faire des propositions. Alors, lors des dernières législatives, vous étiez arrivé en 3e position avec 7,42% au premier tour, très loin derrière Serge Letchimy qui avait obtenu 63,29% et derrière Francis Carole qui est arrivé en 2e position avec 19,34% des voix. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous avez vos chances cette année? Mais d'abord, vous avez noté que les rapports de force ne sont plus les mêmes, parce que la dernière circonstance que nous avons eue, ça a été l'élection à la CTM. Et je crois que... Vous pensez que cette élection à la CTM vous donne plus de crédit auprès des électeurs, par exemple? D'abord, l'élection elle-même a donné des chiffres qui ne sont plus du tout ceux-là. Plus du tout.
y compris pour le sortant. Mais c'est l'alliance qui a fait que vous ayez été élu, sauf que là, vous ne pouvez pas être allié, puisque chacun se présente pour le sortant n'avait pas la majorité. Et par conséquent, donc ça, c'est un élément très important. Il n'avait pas la majorité. Et deuxièmement, il y a effectivement, je crois, à travers tout le travail que nous démontrons au quotidien, la possibilité pour chaque Martiniquais et chaque Martiniquais, eh bien, de se faire une opinion, de se faire une appréciation plus exacte de ce que constitue le potentiel et la perspective qui peut être offerte. Je pense que c'est extrêmement important et je crois que, vous savez, à partir du moment où on décide de faire les choses loyalement, de les faire avec sincérité, avec respect non seulement du concurrent, des concurrents, mais de la population, des électrices et des électeurs, je crois qu'il faut donner à la démocratie toutes ses chances. Nous avons une opportunité, je dois dire, assez exceptionnelle, assez remarquable, assez inespérée, eh bien, de faire que cette démocratie puisse vivre, et vivre dans la sérénité, dans peut-être même une certaine forme de convergence sur certains points. Alors, je souhaite que tout cela soit fait, parce que c'est ainsi que nous allons progresser. Vous savez qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup parler de se rassembler, beaucoup dire que c'est l'ensemble de toutes les énergies qui doivent se retrouver. Eh bien, si on commence déjà par exprimer ces énergies, mais les exprimer encore une fois avec sérénité, avec tranquillité, avec, je dirais, toute la tranquillité que nous pouvons avoir dans la conviction qui est la nôtre. Et si nous pouvons ensuite faire en sorte que ces énergies convergent, alors nous aurons progressé pour la Martinique. Alors, sans vouloir lancer de cancan au sein de votre alliance, qu'est-ce qui vous distingue de votre adversaire qui est également votre partenaire ? Francis Carole, qu'est-ce qui peut donner envie de voter pour vous ? Écoutez, les faits fondamentaux politiques ne sont pas toujours exactement les mêmes que nous, puisque vous savez que... Et qu'est-ce qui fait que le vôtre est mieux ? Il a des orientations en termes d'évolution du devenir de la Martinique qui ne sont pas du tout les nôtres. Nous souhaitons que nous puissions rester dans l'ensemble français avec des responsabilités renforcées, que nous puissions continuer à avoir une reconnaissance dans l'Europe qui nous donne des moyens de nous exprimer et de bénéficier de ce que l'Europe peut nous donner comme espace pas seulement parce que nous avons des touristes qui en viennent, mais comme espace de réalisation, comme espace d'implantation et de débouchés pour nos produits. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la position de tout le monde. Et surtout, nous avons, je dirais, une approche qui consiste à dire que nous sommes des citoyens pleinement martiniquais, pleinement français, pleinement européens et pleinement caribéens. Ça veut dire que nous vivons avec cette évidence que ce fruit de l'histoire que nous sommes, cette expression de la géographie que nous sommes, eh bien, doit être pratiquée, doit être ressentie, doit être exprimée avec le sentiment que nous sommes une forme d'expression du monde qui vient. Alors, rapidement, il me reste 2 questions et on a pratiquement plus le temps. On va continuer à parler de votre programme. Vu qu'Emmanuel Macron, qui a été élu président de la République, n'est ni de droite ni de gauche, est-ce que vous envisagez peut-être de siéger au sein de l'Assemblée au nom d'En Marche, par exemple ? Écoutez, je crois que ce qui est très important, c'est d'abord d'attendre pour entendre ce que lui, il va dire sur sa véritable, je dirais, stratégie de position. Aujourd'hui, mais c'est envisageable en tout cas. Ce qui est envisageable pour nous, en tout cas, c'est de rechercher chaque fois que c'est possible le plus grand rassemblement pour les intérêts de la Martinique. Si ce rassemblement conduit à faire en sorte que nous puissions dialoguer avec le président de la République et les équipes qu'il va choisir, eh bien nous le ferons. Vous savez, si nous avons choisi de créer les forces martiniquaises de progrès, c'est un signal intrinsèque que nous avons voulu donner dès le départ, un signal de fond, pour dire qu'au-delà de toutes les sensibilités, de tous les clivages, fondamentalement, l'intérêt de la Martinique doit être notre boussole. Eh bien, chaque fois qu'il y aura une proposition qui sera faite, eh bien, nous allons l'examiner à l'aune, en référence à cette nécessité, et nous prendrons nos décisions. Vous savez que, par tempérament, vous savez que j'ai fait quand même une existence politique assez, je dirais, dans des conditions assez variables, assez diverses. Et chaque fois, j'ai eu la même constante, faire en sorte que le dialogue s'instaure, et au bout du dialogue, obtenir que les décisions soient bonnes pour la Martinique. Alors, on va revenir maintenant pour la dernière question. On va essayer de faire très rapidement. Alors, soyez concis et puis avec des mots très simples. On va revenir sur ces 2 années à la tête de la CTM. Vous êtes en charge des affaires
financière et budgétaire de l'octroi de mer, de la fiscalité et des fonds européens. Alors on va parler de l'octroi de mer. En mars dernier, l'association des régions présentait un projet commun entre les 6 présidents de régions et les collectivités ultramarines visant entre autres à étendre l'octroi de mer aux services. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donnerait, quelles seraient les répercussions sur les Martiniquais si cette mesure était prise en compte? Alors j'aime bien que vous preniez le conditionnel parce que rien n'est décidé, rien n'est acté, rien n'est positionné. Ce sont des réflexions et c'est la contribution. Des réflexions auxquelles Alfred Marie-Jeanne a participé. Voilà. Donc on se demande si jamais c'est vraiment adopté, qu'est-ce qui va se passer? Les présidents ont considéré que l'ensemble des candidats à la présidentielle pouvaient être nourris de ce nombre de propositions, en particulier de voir comment des ressources nouvelles pouvaient venir... des taxes nouvelles surtout? Pour renforcer les capacités d'action. Eh bien, très clairement, aucune décision n'est prise. Alors, d'abord, si ça devait se faire, il aurait fallu qu'il y ait une décision nationale qui puisse l'acter, mais il aurait fallu surtout qu'au niveau local, on ait, je dirais, élaboré quelque chose de bien construit. Là, pour le moment, c'est une piste sur laquelle tous ceux qui le veulent bien vont réfléchir, mais je crois qu'il ne faut pas donner à cette annonce. Non, mais quand il y a des propositions, il y a une possibilité qu'elles soient adoptées. Donc, on veut bien savoir quelles seraient les conséquences. Est-ce que ça veut dire qu'on va payer plus? Est-ce que c'est la vie chère? Non, très franchement, ce n'est pas la peine de s'angoisser. On a tellement de préoccupations qui existent déjà que ce n'est pas la peine d'aller se créer des émotions inutiles. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que rien dans ces matières ne va s'organiser sans qu'il y ait un très large débat. Un très large débat avec d'abord les acteurs, les animateurs de la vie économique de la Martinique. Mais rien ne va se décider sans de très larges débats avec les représentants de la population, et pas seulement les élus, mais ceux qui ont une part de responsabilité à des titres divers. Les consommateurs vont être interrogés, les acteurs, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Tout ceci va s'organiser et... Vous avez raison de rappeler que j'ai cette responsabilité. Nous avons une commission qui a été mise en place, qui est une commission dans laquelle se trouvent à la fois évidemment les représentants de l'opposition et ceux de la majorité au plan politique, mais également la totalité des forces économiques de la Martinique. Et puis, je répète, un certain nombre de représentants des grandes, je dirais, organisations sociales pour la Martinique. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et pour refermer ce chapitre politique, je vous propose de jeter un coup d'œil sur tous les candidats de la circonscription de Fort-de-France par ordre alphabétique. Francis Carole du Palima, Kaylan Fago qui est pour l'instant candidat à l'investiture du mouvement Martinique Insoumise et qui est soutenu par le Cercle démocratique martiniquais, Ghislaine Joachim Arnaud du combat ouvrier, Nathalie Josse de Martinique citoyenne, Miguel Laventure que nous venons de recevoir des forces martiniquaises du progrès, Serge Letchimi d'Ensemble pour une Martinique nouvelle, Alain Liméry de Noupepla et enfin Marie-France Toul du RDM. Voilà. Et nous parlons maintenant de musique, d'une formation musicale. Carrément, la CACEM a organisé aujourd'hui la 12e édition de la Fabrique à chansons. Il s'agit, la SACEM, pardon, il s'agit d'un programme auquel les écoliers de plusieurs communes de l'île ont participé en amont pour créer des chansons à l'aide de professionnels de la musique. Ce matin, l'heure était à la présentation des différents travaux. 120 chansons seront présentées au niveau national et le jury choisira la meilleure. Voyez cette ambiance captée à Fort-de-France par Louis Sebas. Je sens le soleil sur ma peau, je sens les vagues bercer mon corps, le colibri chasse sur mon dos, les grenouilles chantent quand je m'endors, j'offre des fruits, j'offre des pommes. On devait composer les paroles et après trouver le rythme. Et on a composé les paroles et après on a fait la chanson. On a commencé à réunir toutes les classes. On a commencé à chanter. J'ai vu des hommes enchaînés, je les ai entendus. Frédéric, justement notre auteur-compositeur, il nous a aidés, il nous a beaucoup aidés. Je sais comment créer une chanson déjà. Je sais comment c'est un studio. Ça me donne envie de continuer à créer des chansons.
c'est la fameuse problématique, en tout cas de la musique à l'école, de la culture à l'école. Comment, au-delà des matières traditionnelles, sensibiliser les jeunes sur l'art, sur la création, sur la littérature, sur la chanson, sur la musique, et puis aussi sur les métiers qui sont induits. Parce qu'on l'oublie très souvent qu'il y a beaucoup, effectivement, qui choisissent un métier artistique. Donc ça fait partie, à mon avis, de cette ambition qu'a l'Éducation nationale et la SACEM de sensibiliser les jeunes sur la création. C'est un projet national. Il faut savoir que toutes les chansons seront sur YouTube. Dans la rubrique La Fabrique à chansons, chacun pourra découvrir non seulement les chansons de la Martinique, mais celles de la Guadeloupe et puis celles des autres régions de France. Et chacun aura la possibilité de voter aussi, parce qu'il y aura un prix du public. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Sainte-Luce, où les élèves du collège ont reçu ce matin certains athlètes des Jeux des îles qui commencent aujourd'hui chez nous. Venus tout droit des Açores et du Cap-Vert, les compétiteurs ont pu échanger en portugais avec nos jeunes Martiniquais. Hubert Bornil et Loïc Régis sont assistés à la rencontre. As crianças do Colégio de Sainte-Luce estão felizes de receber os atletas de Açores et Cabo Verde. Pardonnez-moi, c'est ma toute première leçon en portugais et c'est justement une belle occasion, comme pour ces enfants, d'accueillir leurs collègues des Açores et du Cap-Vert. Continuando a apresentação de cada Le collège de Sainte-Luce héberge 4 classes de portugais. La langue est enseignée aux enfants dès la 6e et c'est tout naturellement que ces jeunes ont eu pour projet d'accueillir leur homologue venu pour les Jeux des îles. Je m'appelle Stanley, j'ai 11 ans. On apprend à se parler entre nous et ça fait du bien parce que c'est la première fois qu'on découvre des Portugais dans notre école et ça nous permet d'améliorer notre langue. Dans la salle de cours, l'ambiance est assez détendue, le stress de la première heure étant passé. Il y a eu un peu d'appréhension, en tout cas de notre côté, mais en tout cas une fois la glace brisée, on va dire, à ce moment-là, effectivement, la discussion se noue et en fait, ils sont très contents d'aller au-devant de jeunes parlant portugais et vivant portugais et ils comparent par rapport à leur pratique de classe de tous les jours. Un moment fort en émotion, la séquence où les invités présentent leur pays, sa géographie et surtout son patrimoine. Inversement, les petits Martiniquais n'ont pas manqué de parler du Belé et le Kizomba qui a mis tout le monde d'accord. Ils apprennent la géographie, alors ils le font déjà en cours, mais là ils apprennent la géographie en direct puisqu'ils ont des habitants de l'île, des îles, parce qu'il y a les Açores et le Cap-Vert. Et donc oui, ça illustre leurs apprentissages. En tout cas, c'est un agréable moment qu'on a passé en compagnie de ces enfants et on espère que vous serez nombreux à les accompagner durant ces Jeux des îles qui se déroulent jusqu'à dimanche ici à Sainte-Luce. On pratique du judo, du futsal, de la gym et même de la natation. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné comme chaque mercredi sur le parking du centre commercial La Galeria de 9h à 14h. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje Pays. À tout de suite.